bien, bonjour à toutes et à tous. Ça fait très plaisir de revenir à Crans-Montana, mais je ne vous vois pas beaucoup parce que je suis un peu ébloui. Donc Rodolphe, si tu peux baisser un petit peu. Voilà, super. J'aime bien voir si vous suivez. Et ça, je le vois dans vos yeux. Si je vois qu'il y a 3 personnes endormies au premier rang, je me dis qu'il faut que je change un tout petit peu quelque chose dans la conférence. En tout cas, je suis ravi d'être là. J'aime beaucoup la Suisse, Crans-Montana. Et puis Zoé, Stéphane sont des amis. Et d'ailleurs, ce projet est né de Stéphane. Stéphane, vous allez voir, c'est le pianiste. Et Stéphane, au fond, a beaucoup aimé un de mes livres qui s'appelle L'âme du monde. Et il en a fait une version musicale. Donc il a fait tout un CD musical sur L'âme du monde. Et ça fait longtemps qu'on se dit il faudrait qu'on marie la parole et la musique. Et donc, même si c'est pas ce qui était, enfin, ce sera pas du tout une interprétation intégrale de ce qu'il a composé, il viendra donc plusieurs fois au milieu de la conférence pour donner sa version musicale et chantée des propos que je vais tenir sur l'âme du monde. Et l'âme du monde, c'est un conte philosophique qui parle de la sagesse, qui parle de la vie bonne, de la vie heureuse. Et c'est un peu par là, je crois qu'il y a un peu de comment on dit, de la réverbération, je sais pas quoi là, d'écho. Il y a un peu d'écho. Il faudrait peut-être baisser un petit peu. Rodolphe, tu es toujours là. Je pense que, parce que je suis obligé de l'éloigner de plus en plus, sinon il va y avoir trop d'écho. Il faut baisser un peu le son. Voilà, c'est mieux. Merci. Et donc, en fait, ce dont je vais vous parler, c'est les grands thèmes de la sagesse, les piliers. Je vais vous parler un peu des 4 piliers de la sagesse. Donc, les 4 grands thèmes que je vais aborder, ça va être la connaissance de soi, la liberté, l'amour et l'acceptation ou le lâcher-prise. C'est vraiment les 4 piliers fondamentaux qu'on retrouve dans tous les grands courants de sagesse de l'humanité. Vous allez trouver ça dans le taoïsme, le bouddhisme, la philosophie grecque, etc. C'est vraiment quelque chose de très universel qu'on retrouve, dit avec des mots différents. Et c'est ça qui m'intéressait dans l'âme du monde, c'est peu importe d'où ça vient, d'ailleurs je dis jamais que c'est un bouddhiste, etc., je dis un sage prit la parole et dit, et là je montre ces convergences de la sagesse universelle. Alors c'est quoi la sagesse? En fait, on peut le comprendre à partir de la question du bonheur. Depuis à peu près 2500 ans, on trouve des intellectuels, des penseurs qui réfléchissent en Orient et en Occident sur la question du bonheur. Parce que après avoir vécu dans un monde dans lequel il fallait travailler extrêmement dur pour survivre, commencent à émerger des classes moyennes où les gens ont un peu plus de temps pour réfléchir, pour se poser des questions et notamment s'interroger sur le sens de la vie. Parce que quand vous êtes dans la survie, qu'il s'agit juste de se protéger des ours dans un monde extrêmement difficile et menaçant, c'est pas si évident que ça de se poser des questions sur le sens de la vie. Donc les hommes préhistoriques s'en sont sans doute posés, mais les conditions de vie étaient beaucoup plus difficiles. Et arrive un moment donné où les civilisations se développent, les cités se développent, et vous avez des gens qui commencent à avoir du temps aussi pour réfléchir. Vous savez qu'Aristote nous dit que les mathématiques sont nées en Égypte dans la caste sacerdotale qui avait des loisirs. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des gens qui aient du temps pour observer le ciel, pour réfléchir à toutes les grandes questions philosophiques et donc aussi aux questions scientifiques. Et pour ça, il faut effectivement qu'on soit dans des conditions de vie qui permettent d'avoir cette réflexion. Donc c'est dans un contexte social particulier où vont naître dans les différentes civilisations du monde, en Chine, en Inde, en Grèce, à peu près au même moment, au milieu du premier millénaire avant notre ère, ce que Karl Jaspers appelle l'âge axial de l'humanité, c'est-à-dire que c'est comme un axe, c'est au même moment naissent des questionnements philosophiques, spirituels, qui vont donner naissance à tous les grands courants de sagesse du monde, et sans que les gens se soient rencontrés. Et donc Pythagore n'a pas rencontré le Bouddha, il n'a pas rencontré Lao Tse, mais ils disent à peu près la même chose. Chacun avec évidemment leur culture, leur langage, mais dans le fond, l'essentiel est très très proche. Et c'est ça dont je vais vous parler. Alors la question du bonheur, c'est effectivement lorsque on a réussi à subvenir à ses besoins fondamentaux de sécurité, on s'interroge sur, comme l'a très bien montré la fameuse pyramide de Maslow, d'abord c'est les besoins de survie, on est dans la sécurité, on est dans les besoins de lien, on est dans les besoins affectifs, puis on arrive aux besoins de sens. Et on se pose la question, mais
ma vie a-t-elle un sens? Pourquoi je suis sur Terre? Comment me réaliser? Et comment être heureux? Et cette question du bonheur a préoccupé tous les sages de l'Antiquité, et ils ont des réponses assez divergentes parfois, mais qui quand même correspondent sur un point essentiel, c'est que le bonheur, en partie, nous échappe, et en partie nous appartient. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas pour être heureux, et il y a des choses qu'on peut maîtriser. Ou pour le dire encore autrement, Aristote nous dit très clairement, le bonheur, pour très peu de choses, c'est les conditions extérieures, c'est-à-dire le milieu dans lequel on est né, la culture, la famille, le pays, etc. Et tout. Il nous dit la proposition du bonheur est offerte à quasiment tous les êtres humains. Sauf, effectivement, pour ça qu'il dit très peu de choses, si vous naissez dans un pays en guerre, où il y a une famine, etc., là, c'est très difficile d'être heureux. Mais heureusement, tous les pays ne sont pas en permanence en guerre, et on le voit aujourd'hui. On dit c'est dramatique, il y a une guerre en Ukraine, en Israël. Bien sûr, ça nous choque énormément, parce qu'on s'est habitué à ce qu'il n'y ait plus de guerre, notamment en Europe. Mais en même temps, 95% des pays ne sont pas en guerre. Et donc, à moins de naître dans un lieu où, effectivement, la vie est quasiment impossible, partout ailleurs, même dans des pays pauvres, la proposition du bonheur est là. Tant qu'on peut avoir ces besoins fondamentaux de sécurité matérielle qui sont là, et qu'on a une qualité de relation avec les autres, et qu'on peut s'interroger aussi et essayer de trouver, je dirais, une satisfaction par la contemplation, par une vie spirituelle, par une vie intérieure. Et c'est là que Aristote nous dit, donc, les conditions extérieures comptent assez peu. Après, les choses se répartissent en deux blocs à peu près égaux. La chance, et ce qu'Aristote appelle la chance, c'est avoir un bon caractère, une bonne hérédité, une bonne sensibilité. Et un philosophe comme Schopenhauer nous dit, lui, le bonheur dépend essentiellement de la sensibilité. Il y a des gens qui sont nés pour être heureux et d'autres malheureux. Il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié plein et d'autres toujours à moitié vide. Ils peuvent arriver les mêmes choses. Il y en a un qui va s'effondrer et l'autre qui va dire « c'est pas grave, je vais rebondir ». Et là, on voit effectivement qu'entre les optimistes, les pessimistes, ceux qui sont plutôt anxieux, ceux qui sont plutôt joyeux, bah, si vous êtes joyeux, vous avez plus de chances d'être heureux que non. Alors je dis joyeux parce qu'avant je disais gai. Et puis un jour je fais cette réflexion chez Ruquier, dans son émission On n'est pas couché, et je dis si vous êtes gai, vous avez plus de chances d'être... Non, je dis pas ça. Je dis si vous avez des parents gays ou des grands-parents gays, vous avez plus de chances vous-même d'être gay. Il me regarde, il me dit alors je suis gay parce que mes grands-parents sont gays. Je dis non, je voulais dire joyeux. Donc faut faire très attention avec les mots parce qu'évidemment ils prennent d'autres sens. Donc on hérite d'un tempérament, et ça c'est la chance. Si on a des parents et des grands-parents en très bonne santé, on a la chance d'avoir une bonne santé. Et la santé, c'est un des paramètres essentiels du bonheur. On le sait tous. C'est que c'est beaucoup plus difficile d'être heureux en mauvaise santé qu'en bonne santé. Donc l'hérédité, les gènes, d'ailleurs aujourd'hui la génétique nous apprend beaucoup de choses sur le bonheur, et donc je vous disais, Aristote nous dit la moitié, c'est grosso modo la chance, avoir une bonne hérédité. On dirait aussi aujourd'hui avoir une bonne génétique, avoir des bonnes gènes, un bon patrimoine génétique. Et puis, il nous dit, l'autre moitié, finalement, essentiellement, c'est les choix qu'on va faire. C'est-à-dire comment on va orienter notre vie. Et il y a une chercheuse américaine de l'université de Riverside, en Californie, qui dit à peu près la même chose. Les conditions extérieures, c'est 10% dans le bonheur. 50% c'est la génétique et 40% c'est les choix de vie des individus. Donc, vous voyez, elle dit à peu près la même chose qu'Aristote, que je ne suis pas sûr qu'elle l'ait lu, mais en tout cas, on retrouve cette idée que, grosso modo, pour moitié, le bonheur, on n'y est pour rien, on a de la chance, et pour moitié, eh ben, on y est pour quelque chose, et ce n'est pas rien du tout. Ça veut dire qu'en partie, le bonheur, ça s'apprend. Et c'est là qu'arrivent les écoles philosophiques qui vont nous apprendre comment être heureux le plus possible, le plus profondément possible, le plus durablement possible. Et c'est la grande différence entre le plaisir et le bonheur. Parce que le plaisir, c'est une satisfaction passagère, qui est très agréable. Si on n'a pas de plaisir, la vie est très très fade. Donc on a du plaisir quand on boit, on a du plaisir quand on mange, quand on rencontre un ami, qu'on écoute de la musique, voilà. Mais ça ne dure pas. Et la question que se posent les philosophes, c'est comment faire durer la satisfaction.
Comment faire pour passer d'une satisfaction immédiate qui ne dure pas, parce que dès que j'ai bu, j'aurai soif à nouveau dans 1 heure. Si je vois un ami agréable, je suis satisfait, mais si je vois quelqu'un de désagréable 1 heure après, je suis insatisfait. Donc si on fonde son bonheur sur le plaisir, c'est déjà bien, mais c'est très en dents de scie. Alors, comment faire pour trouver une satisfaction globale et durable de l'existence qu'on appelle le bonheur? Et cette question-là, par à peu près tous les philosophes d'Orient et d'Occident de l'Antiquité, va être liée au bien commun. C'est-à-dire qu'ils vont toujours lier le bonheur individuel et le bonheur collectif. Et pour eux, on ne peut pas séparer les deux. La société, le collectif est là pour favoriser le bonheur des individus, créer les conditions possibles du bonheur des individus. C'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution américaine. Elle est là pour aider les individus à être heureux individuellement. Mais en même temps, nous disent les philosophes de l'Antiquité, les individus doivent tenir compte du bien commun. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas chercher un bonheur égoïste qui créerait le malheur des autres. Ils doivent rechercher une satisfaction personnelle qui, en même temps, enrichit la société, qui lui apporte quelque chose. Autrement dit, il s'agit d'être heureux avec les autres et pas sans les autres. Et c'est ça, fondamentalement, le bonheur défini par les courants de sagesse de l'Antiquité, d'Orient et d'Occident. La recherche du bien commun, d'être utile aux autres, fait partie de la quête du bonheur, qui est aussi une quête individuelle. Donc c'est une quête individuelle et collective, et les deux s'éclairent mutuellement. Parce que si on vit dans une société qui est dictatoriale, etc., le bonheur individuel est très difficile. Si on vit dans une société dans laquelle il y a des libertés individuelles qui favorisent l'économie plutôt bonne, l'environnement préservé, ça facilite le bonheur individuel, grandement. Mais il faut aussi que les individus s'engagent pour les autres. Il faut qu'ils respectent les règles, il faut qu'ils respectent les lois, il faut qu'ils soient dans un engagement sociétal qui permet de faire progresser l'humanité, la société. Et donc c'est ce lien très très fort entre individu et collectif qui a été souligné par tous les grands courants de sagesse de l'Antiquité et qu'aujourd'hui on est en train de perdre. Alors moins en Suisse qu'en France. Je fais toujours des comparaisons parce que je voyage beaucoup et je m'aperçois qu'il y a des pays où on a encore beaucoup plus le sens du bien commun. Et je dis en Suisse, mais je vais tous les ans faire des séminaires en Laponie, je peux vous dire que les Finlandais, ils ont un très grand sens du collectif. Ils sont très respectueux du bien commun. Et c'est une des raisons de leur bonheur. Vous savez que l'ONU classe chaque année, ils font des sondages dans tous les pays, qui est les plus heureux, c'est les Finlandais qui sont numéro 1 depuis des années. Il y a plein de raisons. Il y a la nature. Ils sont omniprésents dans la nature très présente chez eux, font beaucoup de sport. Mais il y a le bien commun. C'est-à-dire qu'ils se sentent bien dans la société. Ils sentent que la société favorise l'épanouissement individuel et ils s'engagent pour que ça dure et donc pour que la société aille de mieux en mieux. Donc effectivement, il y a des pays où ce lien entre bonheur individuel et collectif est beaucoup plus fort qu'on ne le voit en France ou dans d'autres pays où ça se disloque totalement. Il y a de plus en plus d'incivilité, de manque de soucis du bien commun, chacun pour soi. Et on le voit très bien dans la gestion politique. On est incapable de s'entendre. On est incapable, on le voit aujourd'hui, de faire une coalition politique. Alors qu'il y a d'autres pays où c'est une culture permanente de la coalition. On s'entend avec nos ennemis pour gouverner pour le bien commun. Mais en France, ça paraît impensable. Donc, c'est vraiment un point très important. On parlait de... tout à l'heure, Zoé disait que j'ai créé cette association, SEV, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble, qui fait philosopher les enfants. Et c'est vrai que ça fait maintenant bientôt, ça fait 9 ans que ça existe. On a pu former 5 ou 6 000 animateurs dans 5 ou 6 pays francophones, ce qui permet à des enfants d'avoir accès à une réflexion philosophique dès l'école primaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce qu'il est important d'éduquer les enfants à penser par eux-mêmes, à réfléchir. Si on veut en faire des citoyens responsables, il ne faut pas qu'ils apprennent simplement les mathématiques, la littérature, la géographie. C'est très bien. Ça, c'est un apprentissage des connaissances, des savoirs. Mais ce qui est tout aussi important, c'est d'apprendre à penser, d'apprendre à réfléchir, de se poser les bonnes questions, de développer un esprit critique, un jugement personnel. Ce que disait très bien Montaigne, on nous apprend dans l'éducation, vous voyez, c'est déjà de son temps, à avoir une tête bien pleine. Mais il nous dit c'est tout aussi important d'avoir une tête bien faite, c'est-à-dire d'apprendre à penser par soi-même. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette association, puis je vois au premier rang là Bérangère Prima,
et qui nous a beaucoup aidé parce qu'on vit de mécénat et de subventions. Hein. On a une association à but non lucratif. Et donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et puis, si vous êtes intéressé, effectivement, pour bénéficier de ces ateliers, devenir animateur, vous pouvez aller voir le stand qui est là. Et en fait, j'ai souvent fait des ateliers sur le bonheur avec les enfants. C'est une question qu'ils adorent. Il y a des questions qu'on vous dit aux enfants, de quoi vous voulez parler dans les questions philosophiques. Ce qui revient tout le temps, c'est le bonheur et la mort. C'est les deux grandes questions, mais ça fait partie des grandes questions existentielles. Alors, ils adorent parler de la mort, donc là, je ne vais pas en parler parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais vous parler du bonheur et de la manière dont les enfants le perçoivent. Et il y a une anecdote que je raconte souvent parce qu'elle m'a beaucoup marqué. C'était après les attentats du Bataclan. Vous savez qu'on fait tellement de morts, c'était épouvantable ces attentats terroristes en France. Et une semaine après, était programmé depuis longtemps un atelier philo que je devais faire dans une école parisienne avec des enfants de 9-10 ans, CM1. Et le sujet qu'ils avaient choisi, c'était qu'est-ce qu'une vie réussie. Et je me dis, bon, c'est pas si simple de parler de ça après les attentats, mais on va quand même en parler. Et je leur pose la question, pour vous, c'est quoi une vie réussie? Et les enfants commencent assez rapidement à dire, une vie réussie, c'est d'être heureux. Si on a été heureux, on a réussi sa vie. Les parents, ils nous disent, on veut que tu sois heureux plus tard. Donc ça veut dire qu'être heureux égale réussir sa vie. Ça semblait assez consensuel. Et puis il y a un enfant qui lève la main qui dit, non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est là que ça devient intéressant. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que les terroristes qui ont tué des gens, ils sont morts heureux. Parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au paradis. Et pour moi, ils ont raté leur vie. Alors, je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'ils ont fait leur bonheur sur le malheur des autres. Et pour moi, réussir sa vie, c'est peut-être être heureux, mais en tenant compte des autres. En faisant quelque chose pour les autres, en tout cas en ne leur faisant pas de mal. Il a réussi à retourner toute la classe. Ils ont dit, mais t'as raison, c'est vrai, il y a des gens qui sont heureux, mais ils sont égoïstes. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne donnent rien. Alors qu'il y en a d'autres, ils ont beaucoup d'argent, mais ils donnent. Ceux qui ont beaucoup d'argent et qui donnent, ils ont réussi leur vie. Ceux qui ont beaucoup d'argent et qui ne donnent rien, ils ont raté leur vie. Parce que réussir sa vie, c'est le bonheur avec les autres. Alors je dis à ce petit garçon qui avait lancé toute la conversation, je lui dis, tu sais, il y a un philosophe qui a vécu il y a 2500 ans, qui s'appelle Socrate, et qui a dit la même chose que toi. Il a dit, il faut distinguer le bonheur simple de la vie bonne, et la vie bonne, c'est le bonheur plus la justice. C'est-à-dire que c'est le bonheur en tenant compte des autres. Et le petit garçon me dit, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Et j'adore cette histoire parce que c'est tellement vrai. Socrate pense comme lui et il pense comme Socrate. Et c'est ça le langage universel de la philosophie. C'est le langage de la raison qui est universel. Au-delà des cultures, au-delà des époques, au-delà des âges, on peut penser la même chose parce qu'on utilise sa raison. Donc il faut faire philosopher tous les enfants. Alors, quand je vous dis ça, maintenant, on va en venir aux grandes questions de la sagesse, mais je voulais déjà poser cette idée que, au fond, le bonheur, pour les anciens, c'est ce souci de soi et ce souci des autres. Et maintenant, on va progressivement voir ces 4 grands piliers de la sagesse, après que Stéphane nous ait illustré ce que je viens de dire, ou dit à sa manière, avec le piano, ce que je viens d'évoquer.
Comment ne pas être dans la sérénité avec cette interprétation? Alors, vous connaissez tous cette phrase de Socrate, « Connais-toi toi-même », qui est en fait une phrase de l'oracle de Delphes. Et c'est vrai que la connaissance de soi est perçue par tous ces grands philosophes de l'Antiquité comme la clé essentielle du chemin vers la sagesse. Se connaître soi-même, ça veut dire s'observer, faire de l'introspection, voir comment je fonctionne, comment je réagis aux choses, pourquoi des choses ou des personnes ou des situations me mettent en colère, me rendent triste ou au contraire me mettent dans la joie. C'est donc comprendre tout le fonctionnement de mon être, de mon corps, de mes émotions, de mon cœur, de mon intelligence. Et donc c'est ce travail d'observation de soi dont Socrate parle beaucoup. Il nous dit qu'une existence doit être examinée, sinon elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Et cet examen de son existence, ça passe par, encore une fois, cette introspection qui fait qu'on essaye de se comprendre, de se connaître et de s'améliorer. Parce que le but de tout ça, c'est de s'améliorer. La vie, c'est comme une école. On apprend, on fait des expériences. Mais ce qu'il faut, c'est tenir compte de ces expériences, apprendre de ces expériences. Et pour ça, il faut être conscient, il faut être attentif, il faut être vigilant, il faut réfléchir. Je fais telle chose, ça crée de la souffrance, je fais telle autre chose, ça crée de la... Est-ce que je ne peux pas changer quelque chose? Si chaque fois que je fais telle et telle chose, je souffre ou je crée de la souffrance pour les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, pourquoi? Et on sait depuis la psychanalyse, et j'ai envie de dire même depuis Spinoza, qu'il a déjà dit 3 siècles avant Freud, que la plupart du temps, nous sommes mus par notre inconscient. Nous faisons des choses, nous avons des comportements mus par notre inconscient. Telle personne peut épouser régulièrement des maris ou des femmes qui lui conviennent absolument pas, mais elle reproduit un schéma qu'elle a connu dans sa petite enfance avec un parent maltraitant. Et donc, il s'agit de s'observer pour comprendre pourquoi je suis dans tel et tel comportement. J'ai une amie qui m'a dit un jour, je ne comprends pas, je tombe toujours sur des pervers narcissiques. Quelle malchance! Je lui dis, attends, laisse la chance de côté, maintenant travaille sur toi. Parce que si tu travailles sur toi, tu vas comprendre pourquoi tu tombes toujours sur des pervers narcissiques. Et quand tu auras compris, tu arrêteras de rencontrer des pervers narcissiques. Parce qu'il y a une loi fondamentale de la vie, c'est qu'elle nous resserre toujours le même plat tant qu'on n'a pas compris les choses. Retenez bien ça, hein, si vous rencontrez toujours des gens qui vous font du mal, si vous arrivez toujours des tuiles, ça vient peut-être aussi de vous. Et là, il s'agit effectivement de s'observer, de se comprendre et de voir ce qui en nous attire tel ou tel événement de la vie, parce que la vie veut nous faire comprendre quelque chose. Et moi, je crois qu'une des raisons pour lesquelles on est sur Terre, c'est pour passer de l'inconscience à la conscience. On est là pour grandir en conscience, pour comprendre les choses, pour progresser en connaissance de soi et en compréhension du monde. Et que la connaissance de soi passe donc par cette observation. Mais
c'est aussi pour une autre raison qu'on peut faire tout ce travail d'introspection. C'est pour découvrir qui nous sommes comme individus singuliers. Parce que bien souvent, nous imitons les autres. Nous faisons les choses en fonction des injonctions sociales, familiales, culturelles. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous allons faire un métier parce que, alors si mon père était banquier, je vais devenir banquier. Mais peut-être que j'avais envie d'être pianiste. Ou l'inverse. Une fois, j'ai dit ça dans une conférence, et quelqu'un a levé la main à la fin, elle a dit moi je suis pianiste parce que mon père était prof de piano, j'aurais rêvé de devenir banquier. Pourquoi pas? Il n'y a pas de saut métier, il suffit juste de faire le métier qui nous correspond, à notre tempérament, à nos dons, à nos talents, à notre vocation profonde. Et nous avons tous des talents différents. Nous avons chacun un visage singulier. De la même manière qu'il n'y a pas deux visages pareils, il n'y a pas deux personnalités identiques. Et donc nous avons à découvrir nos talents et ce pourquoi nous sommes faits, tant dans la vie professionnelle que dans la vie affective. Il y a plein de schémas possibles. On sort de plus en plus aujourd'hui du modèle unique, du couple à vie. Il y a plein d'autres choses, plein de manières de vivre sa vie amoureuse et affective que les jeunes découvrent. Alors des fois, on est perdu. Je reconnais que j'ai plein de jeunes autour de moi. Dès qu'on discute, alors toi, t'es quoi? Est-ce que t'es bisexuel? Non, t'es pansexuel? Enfin, on est perdu. Mais c'est pas grave. Ils découvrent eux-mêmes qu'ils ne sont pas forcément ce que la société leur propose comme schéma. Et du coup, ils ont besoin de tâtonner pour aller vers quelque chose qui leur correspond, même si parfois on peut s'égarer là-dedans aussi. Donc, il s'agit de savoir qui nous sommes. Il s'agit de se connaître et de faire émerger l'individu singulier que nous sommes. Et il y a un penseur que j'aime beaucoup, j'ai fait un livre sur lui il y a quelques années, c'est Jung. Carl Gustav Jung, ce grand penseur suisse, parle du processus d'individuation. Et il nous dit, on est sur Terre pour réaliser son processus d'individuation. C'est-à-dire devenir l'individu singulier que nous sommes, au-delà de toutes les imitations que nous faisons. Et pour ça, il donne tout un certain nombre d'exemples qui sont très intéressants. Il nous dit par exemple, nous avons tous une persona. La persona, vous savez, c'est le masque que portaient les acteurs dans le monde grec et romain pour qu'on les reconnaisse de loin. Donc il y a la persona du méchant, de la personne autoritaire, de la personne triste. Le masque permet de loin de voir le caractère de la personne. Et il nous dit, socialement, nous avons tous une persona. Parce que nous en avons besoin dans la vie sociale. Mais il faut savoir l'enlever et ne pas s'identifier à sa persona. Par exemple, un gendarme doit avoir une persona d'autorité. Parce que s'il vous arrête à un feu rouge que vous avez plus ou moins grillé et qui vous dit « Excusez-moi de vous déranger, je ne veux vraiment pas vous importuner, vous avez certainement beaucoup d'autres choses plus intéressantes à faire, mais est-ce qu'éventuellement vous auriez vos papiers ?» Vous rigolez et vous partez. Il doit dire « Vos papiers ». Et là, on ne rigole pas. Persona d'autorité. Mais si quand il rentre chez lui le soir et qu'il dit aux enfants « À table », ça ne va pas. Il ne faut pas qu'il ait la même autorité en famille que dans son métier. Et là, ça va poser des problèmes. Donc il faut pas les médecins, c'est pareil. Ils doivent avoir une persona de compétence. Quand vous allez voir votre médecin, quand vous montrez vos analyses, s'il regarde, il dit « J'y comprends rien ». Mais vous changez de médecin tout de suite. Qu'est-ce qu'il va vous dire? On va refaire des examens complémentaires. Il faut qu'il ait l'air de maîtriser les choses. Mais dans sa vie personnelle, c'est mieux qu'il n'ait pas le sentiment de toujours tout comprendre, tout maîtriser. Donc, il s'agit de ne pas s'identifier à l'image sociale. Alors, c'est nécessaire. On a besoin de donner une certaine image sociale. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je donne l'image de quelqu'un qui sait tout. C'est-à-dire quand je faisais une conférence, qu'on me posait une question, des fois je ne comprenais même pas la question, mais je répondais comme si j'avais parfaitement compris la question. Et un jour, il y avait plus de 1500 personnes dans la salle, j'ai dit « Excusez-moi, j'ai rien compris à votre question ». Et ça m'a libéré, tout le monde a ri, ça m'a libéré. Je me suis dit « Enfin, je peux montrer que je ne connais pas ». Et maintenant, je le fais régulièrement. Quand je suis à un truc à la télé et qu'on me pose une question et je dis « Je ne sais pas ». Il y a plein de choses que je ne sais pas, vous savez. Et ça détend tout le monde, parce qu'on est tous pareils finalement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc, ça fait beaucoup de bien de ne pas s'identifier à sa persona et de la lâcher, même en public. Mais des fois, c'est nécessaire. Si vous faites un entretien de travail professionnel
Et puis, vous dites, vous savez, je suis assez minable. Hein. Finalement, j'ai beaucoup de fragilité. Je suis un peu paumé, hein, d'ailleurs. Mais vous allez m'aider. Hein, si vous m'engagez, ça va être une bonne thérapie pour moi. C'est fichu. Donc, il faut quand même avoir l'air compétent quand on fait un entretien de travail, même si on ne l'est pas. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, lâcher la persona. Autre chose, Jung nous dit qu'il faut traverser son ombre. Il dit il faut avoir traversé l'enfer de ses passions pour les avoir surmontées. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce qu'on n'a pas envie de voir en soi. On a tous des choses vilaines en nous. On a tous des méchantes pensées. On a tous parfois envie que quelqu'un meure. Je connais même une mère de famille qui m'a dit une fois, je voulais que mon bébé meure, j'en pouvais plus. Je lui ai dit, mais c'est génial que tu le dises. Parce que sinon, c'est refouler quelque chose. Le dire, le reconnaître, on a tous des pensées criminelles, on a tous des mauvaises pensées, on a tous des choses inavouables. Et bien ça, il faut le reconnaître. Alors, pas publiquement, hein, mais vous, il faut le savoir. Il faut avoir traversé son ombre pour la surmonter. Il faut avoir reconnu ces pulsions, ces choses inavouables. Il faut les identifier, il faut les accepter, il faut les reconnaître pour les surmonter. Jung a aussi cette phrase merveilleuse. Il nous dit, on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant son ombre. C'est tellement profond. Toutes les personnes lumineuses que je connais, c'est des gens qui ont traversé leur ombre, qui ont vécu des épreuves, qui ont traversé des choses difficiles, qui ont surmonté des obstacles. C'est comme ça qu'on devient lumineux. C'est en surmontant des obstacles. Et pour ça, il faut faire ce travail d'acceptation et de connaissance de soi. Bon. Donc Jung nous dit beaucoup de choses qui sont essentielles. Je n'ai pas le temps de développer, mais je vous invite à lire Jung, et le processus d'individuation, c'est vraiment ce travail de connaissance de soi, qui est d'autant plus nécessaire que nos désirs, très souvent, ne sont pas personnels. La plupart du temps, nos désirs, c'est quand même essentiel le désir. Spinoza nous dit, le désir, c'est l'essence de l'être humain. Si on se lève le matin, c'est parce qu'on désire quelque chose. Si on n'a plus de désir, ça s'appelle la dépression. Et c'est pas drôle. Et donc, le désir, c'est le moteur de nos vies. On fait tous des choses parce qu'on a des désirs. On a envie d'être vivant parce qu'on a du désir. C'est ce qui nous rend pleinement vivants, le désir. Et en même temps, on peut faire le constat que bien souvent, nos désirs ne sont pas nos désirs. Nous désirons ce que les autres désirent. Ce qu'on appelle le désir mimétique. C'est René Girard, grand philosophe français, qui a beaucoup écrit sur le désir mimétique. Et il montre que la plupart du temps, nos désirs ne sont pas nos désirs. Et pour ça, il utilise les grands romans du 19e et 20e siècle, hein, Proust, Balzac, Zola, même Cervantes, etc., Dostoïevski. Et il montre que dans tous ces grands romans, les personnages ne font que désirer ce que les gens qu'ils admirent désirent. C'est très intéressant, parce que les romanciers connaissent très bien la psychologie humaine. Et Proust, il nous raconte que lorsqu'on l'amène pour la première fois voir une grande cantatrice qui s'appelle la Berma, il trouve ça nul, et puis quelqu'un qui l'admire lui dit c'était fabuleux, et du coup il trouve ça fabuleux. Parce que quelqu'un qui l'admire a trouvé ça fabuleux. Et on voit ça partout. Un enfant désire ce que ses parents désirent. Parce que c'est comme ça qu'il est aimé et reconnu par ses parents, puis ça lui donne une balise, un repère. Un adolescent, c'est l'inverse. Il va rejeter tout ce que ses parents désirent. Mais il va désirer ce que ses copains désirent. Donc il reste dans le désir mimétique, mais ce n'est plus du tout les mêmes modèles. Le modèle change. Et puis après, ce sera les influenceurs ou les influenceuses sur Instagram ou sur TikTok. Il faut suivre. Hein. Parce que moi, j'ai commencé avec Facebook. Facebook, on pouvait mettre des vidéos qui faisaient à peu près 10 minutes, les gens suivaient. Puis est arrivé Instagram. Instagram, il ne faut pas dépasser 2-3 minutes. Et encore. Est arrivé TikTok, 15 secondes. L'attention d'un adolescent d'aujourd'hui ne va pas plus loin que 15 secondes sur une vidéo. C'est hallucinant. Il y aurait toute une conférence à faire là-dessus. Je reviens sur les réseaux sociaux où les influenceurs sont là pour nous faire désirer, ou en tout cas aux adolescents, aux enfants, pour leur faire désirer des choses. Et d'ailleurs, tous les influenceurs sont liés à des marques commerciales. Il s'agit de faire vendre les produits qu'ils préconisent, les vêtements qu'ils ont, les sacs à main qu'ils portent, les tennis qu'ils ont, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Et ça continue toute la vie.
Quand vous allez rentrer dans une entreprise, si vous admirez votre patron, vous allez vouloir la même montre que lui, la même voiture que lui. On est tout le temps dans le désir mimétique. Pourquoi est-ce que vous croyez que les Rolex ont autant de succès? Est-ce que c'est raisonnable de mettre 50 000 ou 100 000 euros dans un objet gros comme ça, alors qu'un autre objet tout aussi beau peut coûter 50 euros et marcher aussi bien? Ce n'est pas rationnel. On est dans le désir mimétique. Je désire porter une montre que les gens que j'admire portent. L'industrie du luxe est entièrement fondée sur le désir mimétique. On veut appartenir à une certaine classe sociale, il faut le montrer par sa voiture, par sa montre, etc. Et donc, le désir mimétique, c'est essentiel dans le capitalisme. C'est vraiment, ça a été compris, analysé, etc. Et c'est comme ça que fonctionne toute la publicité. Donc, le désir mimétique, ça marche. On peut être à peu près heureux avec du désir mimétique, mais pas totalement heureux. Parce que, au fond, le bonheur dépend plus profondément de mes désirs personnels que du désir mimétique qui fait que je vais vouloir désirer ce que les autres désirent pour être reconnu par eux. Et là, eh bien, pour savoir ce que je désire vraiment, il faut s'observer. Il faut réfléchir, il faut prendre de la distance par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à la publicité, par rapport au marketing, par rapport aux parents, par rapport aux réseaux sociaux. Il faut gagner en liberté intérieure pour essayer de savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu singulier, je désire véritablement. Et là se pose la grande question de la liberté dont je vais vous parler après une nouvelle pause musicale.
Nous identifions principalement la liberté avec la liberté politique, c'est-à-dire la liberté que nous laisse la société de faire ce qu'on a envie de faire. Et donc, pour nous modernes qui avons durement lutté pour obtenir des libertés politiques, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté de choix de vie personnelle, il y a encore quelques décennies, on ne pouvait pas divorcer. Donc toutes ces questions-là de liberté de faire ce que nous avons envie de faire, c'est une acquisition très récente, le fruit d'un combat de plusieurs siècles, qui a commencé au XVIIe siècle avec l'avènement de l'autonomie du sujet, c'est-à-dire que l'individu s'émancipe du groupe et cherche en Europe, et puis par la suite dans une partie du reste du monde, à devenir le législateur de sa propre vie, comme dira Kant. C'est-à-dire que les Lumières, c'est ça. C'est que l'individu devient autonome. Il décide ce qui est bon pour lui, ce qui est mauvais pour lui. Et ça rejoint tout à fait, d'ailleurs, le thème des philosophes de l'Antiquité, où chacun doit pouvoir être le législateur de sa propre vie. Sauf que dans l'Antiquité, je vous le disais, le bien commun étant essentiel, il s'agit toujours de le faire en harmonie avec le collectif. Et parfois, le collectif n'était pas toujours respectueux de l'individu. Un exemple très simple, l'esclavage. Donc ça ne choquait absolument pas Platon et Aristote. Pour Aristote, c'est même on est esclave de nature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent pour être esclaves et d'autres pour être citoyens. Donc c'est une problématique dans laquelle il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des inégalités sociales. Et donc le grand progrès qu'ont fait les Lumières, c'est de considérer que tous les individus se valent. Et que donc ce qui est valable pour les uns doit être valable pour les autres. Et c'est la justice des droits humains qui s'est progressivement imposée dans nos sociétés modernes, qui est un progrès considérable. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, pouvoir choisir effectivement son mode de vie, choisir son métier, choisir sa religion ou son absence de religion, etc., c'est un progrès considérable. Et on voit dans les sociétés encore très traditionnelles qui existent dans le monde, combien des individus souffrent de ne pas pouvoir exprimer ses aspirations personnelles. Et donc là-dessus, indéniablement, la liberté politique est essentielle. Mais elle est essentielle à deux conditions. La première, c'est qu'on garde le souci du bien commun, c'est-à-dire que les individus à qui on offre des libertés pour qu'ils puissent s'émanciper continuent de servir le bien commun. Et le problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis la deuxième condition, c'est qu'on n'oublie pas qu'il n'y a pas que de la liberté politique. Il y a une autre forme de liberté que les philosophes de l'Antiquité ont très bien soulignée, mais qu'on a tendance à oublier, c'est la liberté intérieure. Et qu'on peut des fois faire tout ce qu'on veut politiquement et être complètement esclave de ses pulsions et de ses passions. Ce que Spinoza a très très bien défini en disant, pour lui d'ailleurs ça va très loin, puisqu'il croit que le libre arbitre n'existe pas, et il pense que nous sommes entièrement mus par nos pulsions, par nos désirs inconscients, et qu'il s'agit à l'intérieur de cet état d'esclavage de faire émerger une forme de liberté en étant lucide et conscient de soi. Et c'est à travers la connaissance de soi qu'on va pouvoir orienter nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous font du bien, qui sont justes, et corriger tous nos désirs qui s'orientent vers des choses ou des personnes qui nous font du mal, qui ne sont pas justes pour nous. Et le tout en ayant toujours le souci du bien commun. Donc, Spinoza définit la liberté comme essentiellement intérieure par rapport
à un conditionnement, voire un déterminisme très fort de nos désirs, de nos pulsions, de notre inconscient, du désir mimétique, etc. Tout ce que je vous ai dit. Et ce que la psychanalyse a parfaitement montré ensuite, en montrant à quel point nous avions des mécanismes de répétition, des scénarios névrotiques, qui fait qu'on fait un tas de choses sans avoir conscience de pourquoi on le fait. Et donc, cette liberté intérieure, elle se conquiert. Elle se conquiert non pas par des luttes politiques, elle se conquiert par un travail intérieur, par un travail sur soi, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la connaissance de soi. La connaissance de soi va nous permettre de devenir libre, c'est-à-dire de savoir qui je suis, ce qui est juste pour moi, quels sont mes désirs et comment bien les orienter. Parce que si j'oriente mes désirs vers des choses ou des personnes qui ne me conviennent pas pour des raisons névrotiques, je serai malheureux toute ma vie ou je ferai du mal toute ma vie. Et donc il s'agit de gagner cette liberté intérieure. Les stoïciens sont encore plus radicaux. Vous savez, le stoïcisme, c'est ce grand courant philosophique de l'Antiquité. C'est la plus grande école de sagesse de l'Antiquité. Elle a duré 1000 ans. Et il y a des grands représentants, donc c'est Zénon le fondateur, au 5e siècle avant notre ère, et puis ça va jusqu'à Épictète, Marc Aurèle, qui est un des derniers grands représentants. Et donc il y a eu le stoïcisme est passé de la Grèce à Rome, et donc le stoïcisme est très radical. Il pense que tout est déterminé, et que la seule liberté, c'est la liberté intérieure. Et la liberté consiste, au fond, à acquiescer à son destin. Ou pas. À bien jouer son rôle qui nous a été déterminé par le destin. Il nous donne l'exemple, Épictète, d'acteurs. Ils disent, nous sommes tous des acteurs dans une pièce de théâtre. Ce n'est pas nous qui avons choisi de jouer tel rôle ou tel rôle. Nous croyons que c'est nous qui avons choisi, mais ce n'est pas nous. C'est le metteur en scène, qu'ils appellent le logos, la raison universelle, qui a tout ordonné, qui a ordonné le monde dès l'origine, et qui a ordonné tous les destins individuels, pour le meilleur possible. Et dans tous ces destins individuels, nous avons un rôle qui nous a été attribué. Certains seront empereurs, d'autres seront valets, d'autres seront servantes, d'autres seront esclaves. Et donc ce qui compte, c'est de bien jouer son rôle. Prenons l'exemple de Marc Aurèle. Marc Aurèle, vous le savez, c'était cet empereur romain du IIe siècle, qui était un grand philosophe, qui a écrit ce livre merveilleux qui s'appelle Les Pensées, dans lequel, sur les champs de bataille, la nuit, il écrivait des maximes stoïciennes pour se tenir droit, pour essayer de se conforter. Et ce livre, c'est le livre le plus vendu de toute l'histoire de la philosophie. Il continue d'être un best-seller permanent, parce que ce sont des maximes universelles qui aident à vivre. Et Marc Aurèle, il n'était pas, au départ, il pensait qu'il ne serait pas empereur, parce qu'il n'était pas du tout fils d'empereur. C'était un noble, comme plein d'autres, à Rome. Et il était passionné par la philosophie. À 12 ans, il découvre la philosophie par son professeur de peinture, qui lui fait découvrir le stoïcisme. Il se passionne, il se met à se vêtir du manteau très rêche des cyniques, il dora même le sol, et il veut étudier la philosophie et consacrer sa vie à la philosophie. Et puis, à 16 ans, l'empereur Adrien, qui n'a pas de descendant, adopte Antonin pour en faire son successeur, à condition qu'Antonin adopte Marc Aurèle pour en faire lui-même son successeur. Parce qu'il connaissait Marc Aurèle, il savait que c'était quelqu'un d'extrême, très belle personne, qui était passionné de philosophie, et il voulait que Marc Aurèle un jour lui succède. Et Marc Aurèle, apprenant qu'il va devenir un jour empereur, il a 16 ans, il n'endort plus la nuit. Pour lui, c'est horrible. Il n'avait aucune envie de devenir empereur. C'est l'inverse de nos hommes politiques qui pensent, en se rasant le matin, à la présidentielle. Aucune envie, le pouvoir ne l'intéressait pas du tout. Et la nuit, il va faire un rêve dans lequel il voit que les dieux vont lui mettre des épaules en ivoire pour porter la charge de l'Empire. Et il se réveille en se disant, c'est mon destin, je dois l'accepter. Et c'est là qu'il accepte de devenir empereur un jour. Alors je dis ça parce que je connais bien le sujet, parce que je viens de finir un livre qui s'appelle « Le rêve de Marc Aurèle », où je raconte la vie de Marc Aurèle et le stoïcisme, et ce livre va sortir au mois de novembre, donc je viens de le finir. Donc je suis à fond dans la philosophie de Marc Aurèle, qui est passionnante. Et donc Marc Aurèle est convaincu, comme tous les stoïciens, qu'on a un destin. Et lui, il est empereur, ça ne l'amuse pas du tout, mais il va essayer d'être un bon empereur. Et donc,
ce que nous dit Épictète, c'est qu'on a un rôle qui nous est attribué, on doit jouer, et peu importe qu'on soit empereur ou valet, ça n'a aucune importance. Ce qu'il s'agit, c'est de bien jouer, c'est-à-dire d'être un bon empereur ou un bon valet. Il s'agit de bien jouer le rôle qui nous a été attribué. Et il s'agit, pour être heureux, de l'accepter. Et d'ailleurs, on le voit très bien, quand on voit une pièce de théâtre, on ne va pas applaudir uniquement les rôles prestigieux. On va applaudir les acteurs qui jouent bien. Et pourquoi un acteur joue bien? Parce qu'il est heureux dans son rôle. Et donc, si on va voir une pièce avec un type terrible, qui trompe sa femme tout le temps, qui ment tout le temps, mais qui joue tellement bien, comme Pierre Arditi sait le faire par exemple, on va l'applaudir à tout rompre, parce que c'est jubilatoire. Il adore son rôle. Et donc, ce qu'il s'agit, c'est de faire le rôle qui nous a été attribué, et de bien le jouer. Et pour les stoïciens, c'est là uniquement que réside la liberté. Bien jouer son rôle. Et si on le joue mal, on a décidé de mal le jouer. C'est-à-dire qu'on va mal jouer, on va se plaindre de son rôle, on va se plaindre de sa vie, on va tout le temps être dans la plainte, et donc on va mal jouer son rôle. Donc la liberté, elle se joue, et je vais y revenir tout à l'heure, dans l'acceptation de notre destin. Amor fati, dira Nietzsche, aime ton destin. Et c'est là qu'on voit à quel point cette question de la liberté intérieure est très importante pour tous les philosophes de l'Antiquité, jusqu'à Spinoza, Montaigne, pour qui, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose d'être libre de faire tout ce qu'on veut si on est esclave ou de nos désirs, ou de nos pulsions, ou de nos passions, qui fait qu'on ne sera pas capable d'être lucide pour pouvoir être heureux avec ce qui nous est donné. Alors, en même temps, ça pose un problème. Ça pose le problème d'un certain fatalisme. Ça pose, et c'est pour ça que le stoïcisme, tout en prônant l'égalité de tous les êtres humains, c'est ce que prône le stoïcisme, contrairement à Aristote qui nous dit qu'il y a des gens qui sont nés pour être esclaves et d'autres pour être citoyens, les stoïciens, pas du tout. Ils disent on est tous les mêmes, parce qu'on a tous le même logos, la même raison humaine. On peut tous philosopher, les hommes, les femmes, les esclaves, les citoyens. Par contre, on s'en fiche complètement d'être empereur ou esclave, d'être homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Mais il faut qu'on joue le rôle qu'on doit jouer dans la société. Et c'est pour ça que Marc Aurèle, il était empereur, ça l'emmerdait, mais il n'a rien fait pour abolir l'esclavage. Parce que pour lui, ce n'était pas important d'être esclave. Ce qui compte, c'est qu'un esclave soit un bon esclave, qu'un empereur soit un bon empereur, que chacun fasse ce qu'il doit faire. Et donc, évidemment, ça nous choque, nous, parce qu'on est moderne et qu'à la lumière de la modernité des droits humains, on a envie de se dire, mais quand même, ils auraient pu, et c'est la critique que j'adresse à Marc Aurèle, il aurait pu aller jusqu'au bout, finalement, de sa pensée stoïcienne qui considère tous les êtres humains sont égaux pour abolir l'esclavage en disant si vous avez envie d'être esclave, devenez-le, mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez vous en libérer. C'est ça qu'on aurait attendu de lui. Il ne l'a pas fait. Pour deux raisons, parce que d'abord, il était citoyen romain et que c'était inenvisageable du temps des Grecs et des Romains d'abolir l'esclavage. Toute la société fonctionnait comme ça. Et deuxièmement, parce qu'il considérait qu'après tout, un esclave peut être un individu exceptionnel s'il joue bien son rôle, s'il accepte son destin. Et que peu importe d'être riche, pauvre, esclave, c'est ce que les stoïciens appellent des indifférents. Ils nous disent le bien et le mal n'existent que dans l'intention morale. Tout le reste, la richesse, la gloire, la pauvreté, la santé, c'est des indifférents. Ça n'a pas d'impact sur la vie morale. Vous pouvez être en bonne santé, riche et un salaud. Vous pouvez être pauvre, en mauvaise santé et un individu extraordinaire. Et donc ce qui compte pour les stoïciens, c'est la qualité humaine qui est liée à l'intention morale, c'est-à-dire à ce qu'on fait de notre vie, à nos paroles, à nos actions, à nos pensées, etc. Et donc, peu importe qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit né là, ça n'a aucune importance. Il y a aussi une grande sagesse là-dedans. Donc, vous voyez, c'est compliqué, parce que c'est une pensée qui ne révolutionne absolument pas la société, qui maintient des inégalités, mais qui en même temps est porteuse d'une très profonde sagesse, qui est l'acceptation de ce qu'on est. Alors, il faut arriver, je pense, à mixer les deux. C'est-à-dire être dans cette acceptation de ce qu'on est, tout en essayant de faire évoluer la justice pour qu'il y ait plus d'équité dans le monde. Ce que les stoïciens ont fait à toute petite dose. Ils ont quand même fait progresser la justice. Par exemple, Marc Aurèle a fait voter des lois pour éviter la cruauté envers les esclaves. Mais évidemment, on aurait attendu plus. Donc, vous voyez,
on est sur une philosophie de l'acceptation de ce qui est et qui nous fait comprendre que la vraie liberté est intérieure. Alors, c'est un peu extrême, et c'est pour ça que je pense que, en fait, la vérité, c'est que les deux sont aussi importants. La liberté politique et la liberté intérieure. Peut-être que les Grecs attachaient trop d'importance à la liberté intérieure par rapport à la liberté politique. Peut-être que nous, modernes, nous attachons trop d'importance à la liberté politique par rapport à la liberté intérieure. Donc l'idéal, c'est d'essayer de conjuguer ces deux dimensions essentielles de la liberté. Parce que maintenant, on va parler d'un autre thème qui est l'amour, qui est un thème peut-être le plus important de la sagesse. Parce que lorsqu'on parle de liberté, on a quelque chose d'intellectuel. Lorsqu'on parle de la connaissance de soi, on a quelque chose d'intellectuel. Et là, avec l'amour, on est dans le cœur, mais aussi dans la raison. En tout cas, il y a une dimension émotionnelle, affective. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus complet, puisque c'est vraiment le cœur de nos existences, et on sait très bien qu'une vie sans amour, c'est une triste vie. Mais quand on dit l'amour, qu'est-ce qu'on dit? C'est là que la philosophie nous est très utile. Parce que derrière le mot amour, il y a des réalités tellement différentes. Je connais quelqu'un un jour, une femme m'a dit, son conjoint qui était violent, lui a dit un jour, je vais te tuer.
Elle lui dit pourquoi? Parce que je t'aime. Et je veux pas que tu me quittes. Donc on peut tuer par amour. Enfin, le mot. Il y a zéro amour. Il y a de la passion, il y a de la jalousie, il y a plein de choses. Mais on voit très bien que derrière le mot amour, on peut mettre de la violence extrême, comme on peut mettre des choses qui sont assez extraordinaires, de compassion, de gens qui ne connaissent pas quelqu'un et qui vont risquer leur vie pour sauver une personne. Il y a des gens qui vont se noyer en voulant sauver quelqu'un qui se noie. C'est de l'amour aussi. Et on met le même mot. Alors heureusement, les Grecs, ils ont plusieurs mots pour parler de l'amour. Les trois principaux, qui permettent de distinguer un peu les choses, c'est Eros, Philia et Agapé. Eros, c'est Platon qui en parle très bien dans le Banquet. Vous savez, le Banquet, c'est un livre de philo qui est formidable. Moi, j'ai découvert la philo à 13 ans en lisant le Banquet de Platon. C'est un livre très accessible dans lequel Socrate et d'autres philosophes discutent de l'amour. Et ils décident de discuter de l'amour autour d'un banquet. Et on a retenu d'ailleurs du banquet 2 interventions. Celle de Socrate, dont je vais vous parler, et celle d'Aristophane. Aristophane nous dit que l'amour, c'est la recherche de sa moitié. Parce qu'à l'origine, nous étions un être unique, nous avons été divisés en 2 et jetés dans le monde, et chacun recherche sa moitié. C'est ce qu'on appelle la quête de l'âme sœur. Et au fond, il y a plein de gens qui sont là-dedans. Pour moi, c'est un mythe. Je ne crois absolument pas qu'on ait une âme sœur. Mais on aime tellement le croire qu'on peut chercher toute sa vie l'âme sœur. Parce que c'est un idéal quasiment inaccessible. Mais nous avons cette quête de l'âme sœur, d'un être qui est parfaitement ajusté à nous, qui est notre moitié. Et puis le deuxième discours qu'on a retenu, c'est celui de Socrate qui fait parler une femme, Diotima, qu'on ne connaît que par lui. Et il nous dit, j'ai été initié à l'amour par Diotima, qui m'a expliqué ce que c'était que l'amour. Et là, c'est la fameuse théorie de l'échelle ascendante. Et il nous dit, l'amour, c'est Eros, c'est le désir, qui fait que nous commençons par désirer des corps, des beaux corps. Et puis, une fois qu'on a désiré des beaux corps, on découvre la beauté d'une âme. Et on va désirer la beauté des âmes. Et puis, quand on aura compris la beauté des âmes, on désirera la beauté de la connaissance en soi, de la philosophie. Et puis enfin, on cherchera la beauté en soi, qui est le divin, qui est la nature. Et nous allons progressivement monter cette échelle du désir pour partir du désir du corps jusqu'au désir de Dieu, du divin, de la nature, de la beauté. Il nous dit, c'est cette échelle du désir que nous apprenons à faire parce que nous recherchons au fond un absolu qui est la beauté en soi, donc Dieu, et que nous commençons par le découvrir à travers un corps, parce que c'est ce qui nous est donné immédiatement dans la pulsion d'Eros. Et donc ce qu'on appelle l'amour platonique, c'est pas du tout ce qu'on croit. Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui va dire on va partir en week-end ensemble, mais rassure-toi, ce sera platonique. Ça, vous entendez, il n'y aura pas de sexe. Pas du tout. Ça veut dire qu'on va commencer par le sexe pour aller jusqu'à Dieu. Je vous préviens, parce que enfin, si le type est philosophe, c'est ça que ça veut dire. S'il n'est pas philosophe, ça veut dire pas de sexe. Et donc, c'est cette échelle du désir qui est extrêmement intéressante dans Eros, et ça correspond à la vision platonicienne. Platon est convaincu que nous venons tous de Dieu, du divin, enfin quel que soit le nom qu'on lui donne, et c'est un divin impersonnel, mais que nous avons cette étincelle divine qui fait que nous avons la nostalgie de retrouver cette union avec Dieu, et que pour ça, il faut passer par le corps, et puis par l'âme, etc. Et c'est en montant ces échelles qu'on arrive à retrouver cette union avec notre source. Et ça rejoint quelque part le discours d'Aristophane. Parce que quand Aristophane nous dit on recherche notre moitié, en fait, ce que Platon veut dire, c'est que derrière notre moitié, c'est l'absolu que nous recherchons. Et donc, si nous recherchons en fait
notre âme sœur ou l'absolu dans la vie amoureuse, nous serons toujours déçus. Parce que ce que nous recherchons inconsciemment, c'est Dieu. C'est la beauté en soi, c'est l'amour en soi, c'est le bon en soi, le bien en soi, etc. Et donc nous avons une quête perpétuelle. Et nous serons toujours amoureux d'un tas de gens parce que chaque fois nous serons déçus et nous chercherons un idéal inaccessible. Et cet idéal, nous pouvons nous reposer, le rencontrer que dans la contemplation divine. Donc ça, c'est l'idée fondamentale de Platon, c'est Eros. Mais Eros commence par le désir sexuel. Et c'est surtout ce qu'on a retenu. Parce que si on parle d'Eros aujourd'hui, qui va nous dire « Ah oui, la contemplation divine ». On va dire « Ah oui, l'érotisme ». Bien sûr, parce que Eros évoque érotisme, évoque le sexe. Et c'est vrai. Le sexe, ça fait quand même tourner le monde. C'est quand même essentiel, c'est quand même très présent dans nos vies, dans la plupart de nos vies. Et donc, le sexe, le désir sexuel conduit à la passion amoureuse. C'est-à-dire, si on aime seulement à partir du sexe, on est dans la passion. Et donc, l'attirance pour la beauté d'un corps conduit à une passion amoureuse dans laquelle, comme le dit le mot passion, on est passif. C'est-à-dire qu'on subit la relation. C'est pour ça qu'on peut passer par des états émotionnels complètement chaotiques. Un jour, on va être au nirvana, et puis le lendemain, parce que notre copain, notre copine ne nous a pas rappelé qu'on s'inquiétait tout, on est en enfer. La passion, c'est montagne russe. Et il y a des gens qui adorent ça. Moi, un jour, je parlais avec un ami philosophe que je nommerai pas, un peu de charité, et il me dit, mais qu'est-ce que ça m'emmerde la manière dont tu parles de l'amour, philia, agapé, mais il n'y a que le sexe qui est intéressant, il n'y a que la passion qui est intéressante. Il me dit, moi, ce qui me passionne, c'est de tomber amoureux. Et puis au bout de 6 mois, plus rien, je retombe amoureux. Mais il me dit, je veux surtout pas changer. Parce que c'est ça qui me fait vibrer. Et pourquoi pas? Mais il est tout le temps malheureux. Mais c'est ça qui le fait vibrer. Comme dans les montagnes russes, hein, on a peur, c'est horrible, mais on vibre. Ou les films d'horreur. On a affreusement peur, mais on est addict. Enfin, pas moi, mais il y a plein de gens qui adorent ça. Et donc, au fond, la passion nous rend pleinement vivants. Mais en même temps, on subit. On ne maîtrise rien, et puis ça ne dure pas très longtemps. Quand Frédéric Beigbeder a écrit son livre « L'amour dure 3 ans », ça date, hein, parce qu'aujourd'hui, ça dure 6 mois grand max. Si on est dans Eros, si on ne dépasse pas le sexe. Mais dès qu'on découvre l'âme, ah, là c'est autre chose. Là, on passe à philia. Philia, c'est ce que Aristote explique dans dans l'Éthique à Nicomaque. L'Éthique à Nicomaque, c'est un très beau livre de philosophie. J'ai fait ma maîtrise de philo à Fribourg sur l'Éthique à Nicomaque, donc je connais bien ce livre. Et c'est un livre dans lequel il parle de l'amitié, qu'il appelle philia. Et il explicite ce qu'il appelle l'amour d'amitié. Parce que philia, il ne faut pas le traduire amitié. Si vous traduisez par amitié, on entend des copains. Alors qu'il veut dire c'est un amour d'amitié, mais qui peut exister entre des amoureux, entre des conjoints. C'est l'amour qui fait qu'on aime l'autre pour ce qu'il est. Et pas uniquement pour le plaisir qu'il nous apporte ou le fantasme érotique. On aime l'autre parce que c'est l'autre. Parce que c'est lui, parce que c'est moi. On s'aime. Et donc, quelles sont les caractéristiques de philia ? La première chose, c'est qu'on se choisit mutuellement. Alors que dans Eros, il n'y a pas de choix mutuel, forcément. Vous pouvez désirer de manière dingue quelqu'un qui ne vous désire pas du tout, ce qui vous rend fou, mais ce qui vous rend encore plus addict. Alors que dans philia, il y a toujours un choix réciproque. Si vous dites de quelqu'un « Ah, c'est un super ami », et que l'autre dit « Ah, c'est pas mon ami du tout », ça ne marche pas. Il n'y a pas d'amitié. Ça m'est arrivé, hein. Il se trouve que je suis assez ami avec une actrice très célèbre que je nommerai Juliette Binoche, parce qu'il n'y a pas de mal. Et un jour, quelqu'un me dit « Oh, je suis super ami, je suis le meilleur ami de Juliette Binoche ». Je la vois 15 jours après. Je lui dis « Tiens, j'ai vu un tel, ton meilleur ami ». Lui, je ne peux pas le supporter. Bon, on voit que l'amitié, il n'y a pas d'amitié. L'amitié, nous dit Aristote, c'est un choix mutuel qui doit être réciproque. Il doit y avoir une réciprocité dans l'amitié. C'est-à-dire, au fond, on se choisit. On se choisit parce qu'on s'aime bien, parce qu'on a plaisir à se voir, parce qu'on a envie de faire des choses ensemble. Et la troisième caractéristique de l'amitié, on choisit la personne, réciprocité et projet commun.
Les amis font des choses ensemble. Si vous avez des amis que vous n'avez pas vus depuis 30 ans, ça ne reste plus vraiment des amis. Et donc, les amis font des choses ensemble. Donc, faire des choses ensemble, on peut être amis parce qu'on va chasser ensemble, on peut être amis parce qu'on va se promener, randonner dans la nature ensemble, et on peut être amis parce qu'on fonde une famille et qu'on fait des enfants ensemble. C'est de l'amitié pour Aristote. C'est de l'amour d'amitié. Il faut un projet commun. Et il nous dit, les amoureux, les époux, vont d'autant plus solidifier leur relation qu'elle sera fondée sur philia. Parce que si elle est fondée que sur Eros, ça ne durera pas. Et donc, une bonne relation amoureuse, c'est Eros plus philia. Du désir, du sexe et de l'amitié. Il faut que votre conjoint soit votre meilleur ami. Sinon, ça ne marchera pas. On est ensemble parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a plaisir à être avec l'autre, parce que sa présence nous met dans la joie. Et j'arrive maintenant à agapé. Alors agapé n'existe pas dans la philosophie grecque, c'est un mot qui est inventé dans le Nouveau Testament, qu'on va trouver dans les évangiles et chez saint Paul. Et agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour totalement inconditionnel. C'est l'amour universel. C'est la manière dont, nous dit le Nouveau Testament, Dieu nous aime. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Il n'y a pas de réciprocité. Bon, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de choix. Dieu nous aime, c'est comme ça, de manière inconditionnelle. Un peu comme des parents aiment leurs enfants. C'est agapé. On aime ses enfants, si on les aime, de manière inconditionnelle. Il n'y a pas forcément de réciprocité, il n'y a pas forcément d'amitié. On peut avoir des enfants qui nous détestent, mais on continue de les aimer. C'est agapé. On aime de manière inconditionnelle, sans raison. Et c'est, je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont sauver des vies, de gens qui ne connaissent pas. C'est agapé. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de désir. On aime l'autre, on aime un être humain, on aime un animal, et on est prêt à se sacrifier pour cet autre, pour sauver cette vie. C'est tous les gens qui s'engagent dans l'humanitaire. On est dans agapé. On veut aider les autres. Alors, ça peut être une pathologie, hein, parce que je connais des gens dans l'humanitaire, c'est pas agapé. C'est j'ai besoin d'être reconnu et j'ai besoin de faire du bien pour qu'on me reconnaisse. Donc, il peut y avoir des névroses dans l'engagement humanitaire. Mais vous avez des gens qui sont dans agapé et qui font ça parce qu'ils ont une compassion qui fait qu'ils ont envie d'aider ceux qui souffrent. Agapé, compassion. Et là, on rejoint le bouddhisme. Parce qu'au même moment, il y a une évolution dans le bouddhisme qui est en train de se faire. Vous savez que le bouddhisme ancien, donc le bouddhisme du VIe siècle, du temps du Bouddha, la notion de compassion n'existe pas. Ce qui existe, c'est la bienveillance, maîtrise. Maîtrise, ça veut dire respecter tous les êtres vivants. Et le Bouddha, dans ses sermons, les plus anciens, nous parle toujours de maîtrise. Il s'agit de respecter tout être vivant, ne pas commettre de violence, respecter les autres, tous les êtres vivants, y compris les animaux. Et donc, maîtrise, c'est la bienveillance universelle. Mais dans maîtrise, il n'y a pas cette notion de compassion qui fait qu'on va s'engager, qu'on va risquer sa vie pour les autres. On respecte, mais ça ne va pas plus loin. Et il y a un courant interne au bouddhisme qui va naître, qui va se développer au fil des siècles, qu'on appelle le grand véhicule. Et le grand véhicule va développer une nouvelle notion qui va être karuna. Et karuna, c'est la grande compassion. Ce n'est pas simplement ne pas faire du mal aux autres, c'est leur vouloir du bien et être actif pour le faire. Et ça rejoint l'agapé chrétienne. Parce que Jésus passe son temps à dire « aidez-vous les uns les autres ». Vous connaissez cette parabole du jugement dernier, hein, quand il y a des gens qui meurent, il les juge, et puis il dit « mais en fait, vous irez au paradis parce que vous avez donné à boire aux plus petits d'entre les miens, vous aurez visité les prisonniers, soutenu les malades ». C'est donc l'engagement qui compte. Ce n'est pas la foi, c'est l'engagement d'amour inconditionnel. C'est-à-dire c'est agapé, c'est la compassion. Et dans le bouddhisme, se développe ce grand courant de la compassion, et on va appeler le bouddhisme du grand véhicule, parce qu'il y a une image qui va être utilisée par ces sages qui vont développer ce courant en disant, au fond, l'humanité, la Terre, c'est une maison qui est en feu. Il y a un incendie, la souffrance est partout présente. Et il y a ceux qui atteignent l'éveil, et ils vont quitter le cycle permanent des réincarnations pour atteindre le nirvana, qui est un état de béatitude absolue, qui fait qu'ils ne se réincarneront plus jamais sur Terre, qui est un lieu de souffrance. Et ils vont partir tout seuls dans un petit véhicule. Et nous,
on va faire un vœu de revenir se réincarner sur Terre indéfiniment tant qu'il y aura de la souffrance sur Terre. Et quand on aura réuni tous les êtres dans un grand véhicule, on quittera l'humanité. Et donc, on veut sauver tous les êtres. C'est ce qu'on appelle le vœu du bodhisattva. Et le bodhisattva, c'est celui qui a atteint l'éveil, l'état de Bouddha, qui décide de revenir sur Terre pour aider tous les autres. C'est la compassion, c'est agapé, c'est la même chose. C'est cet amour universel. Donc, vous voyez, il y a ces 3 degrés d'amour qui, en soi, n'ont rien à voir. Mais s'ils cohabitent, c'est merveilleux. Et je disais tout à l'heure, dans la relation amoureuse, s'il y a Eros et Philia, c'est super, mais s'il y a Eros, Philia et agapé, alors là, c'est le nirvana. Parce qu'à la fois, il y a du désir pour l'autre, il y a de l'amitié, et on peut donner sa vie pour l'autre. Et donc, je trouve que c'est cette dimension-là, ces 3 dimensions de l'amour qu'il faut connaître, qu'il faut cultiver pour essayer d'être un être humain le plus accompli possible. Alors ça, c'est un chant qui s'appelle Universalis. Et à tous mes concerts depuis 20 ans, je termine avec ça. Là, ce ne sera pas terminé, je vous rassure. Mais j'aimerais vraiment beaucoup, et je suis sûr que Frédéric serait très touché aussi, de vous faire chanter ça. Voilà, c'est justement le thème de l'amour. J'avais d'abord appelé ça Amor Universalis, mais ça sonnait un petit peu... Voilà, alors... C'est l'amour universel, c'est l'agapé. Donc, c'est important de le vivre, et pas seulement de le penser. Alors, on va l'apprendre ensemble, c'est très simple. Oh.
C'est un bon début. Vous montez juste le volume et ce sera parfait. On y va. Jamais 203 pour l'éternité. Merci. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, la connaissance de soi, la liberté, l'amour, mais la vie, elle est faite de beaucoup de, comme je viens de l'évoquer, de souffrances, de difficultés, d'épreuves. Et le Bouddha nous dit, tout est souffrance, tout est dukkha en sanskrit. C'est-à-dire vraiment, l'existence, un enfant, il commence par souffrir, parce qu'il découvre un monde qui le panique, et puis il doit être rassuré sur le sein de sa mère. Au moment de la mort, on bascule vers l'inconnu, et puis il y a toute la souffrance de nos proches, etc. Donc la vie est faite de souffrances. La vie est faite d'épreuves, de difficultés, d'obstacles. Alors, comment réagir, comment faire pour tous ces courants philosophiques et de sagesse face à toutes ces épreuves et difficultés de la vie? Et là aussi, on voit un point de convergence très fort autour de l'idée de l'acceptation et du lâcher-prise, avec deux orientations. Il y a l'orientation un peu radicale qu'on peut trouver, que j'ai déjà évoquée, qui consiste à dire que, au fond, tout est déterminé, que notre destin est entièrement déterminé et qu'on ne peut que librement l'accepter ou non. Et puis, il y a un point de vue moins radical qui peut dire que les choses ne sont pas aussi déterminées que ça, qu'on peut faire évoluer les choses et que néanmoins, une fois qu'on ne peut plus rien faire, ben là, on va être toujours confronté à la possibilité ou non de l'acceptation. C'est d'ailleurs une forme de stoïcisme que développera Épictète, dans lequel il dit il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Et il peut dépendre de nous, par exemple, si on est malade, de nous soigner. Il ne s'agit pas de dire « je suis malade, c'est la volonté de Dieu, eh bien je vais mourir ». Non, si on est malade, on se soigne. Et puis, une fois que j'ai essayé tous les traitements possibles, si mon mal est incurable, c'est là qu'il s'agit d'accepter son destin. Et donc, Épictète met une nuance très importante. Il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Tout ce qui dépend de nous, il faut faire tout ce qu'on peut pour l'améliorer. Et lorsque on a fait tout ce qu'on peut et qu'on ne peut plus rien faire, il vaut mieux accepter joyeusement ce qu'on ne peut pas changer, plutôt d'être en colère contre la vie. Et là, on rejoint les autres courants de sagesse, dont la plupart nous disent la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut plus rien faire sur une situation, mieux vaut l'accepter que de souffrir deux fois. Une première fois du malheur qu'on a, et une deuxième fois de la colère et du ressentiment et de la tristesse qu'on a du malheur qu'on a. Et d'ailleurs, c'est peut-être souvent la pire des souffrances. On le voit très bien avec les gens qui ont une grave maladie. La colère qu'ils ont
les fait souffrir des fois plus que le mal qu'ils ont. On le voit lorsqu'on perd un proche. La colère contre la vie est des fois plus souffrante que la tristesse d'avoir perdu un proche. Et donc le ressentiment, la colère, le refus créent souvent plus de dégâts, plus de souffrance que l'épreuve en soi. Et c'est pour ça que les sages du monde entier nous disent « accepte ce que tu ne peux changer ». Alors évidemment, ce n'est pas facile du tout. C'est très facile à dire, hein. C'est assez facile à conceptualiser, c'est très dur à vivre. Mais il faut commencer par des petites choses. Et des fois, on se rend compte qu'il y a des petits progrès qu'on peut faire sur l'acceptation de choses un peu triviales de nos vies qui nous mettent un peu en colère, mais on se dit on ne peut rien changer. Mieux vaut en rire, mieux vaut l'accepter. Moi, je me souviens, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Du bonheur, un voyage philosophique », dans lequel j'étais très fier d'avoir fait un chapitre sur Montaigne et Chuang Tzu. Donc un philosophe français, un philosophe chinois, en montrant qu'il disait la même chose sur le lâcher-prise. À savoir, Montaigne nous dit « il faut vivre comme un cavalier avec sa monture. Il faut s'adapter au mouvement de la vie. C'est-à-dire, si votre cheval va au pas, vous avez une posture, une assise qui correspond au pas du cheval. S'il va au trot, il faut changer votre assiette. Sinon, vous allez avoir un sacré tape-cul. Et s'il va au galop, c'est encore autre chose. Et donc, le cavalier s'adapte, ce qu'on appelle l'assiette du cavalier, au rythme du cheval. Et Montaigne nous dit, il faut vivre comme ça. Il faut s'adapter au mouvement permanent de la vie. Il faut être souple, il faut être flexible. Et Chuang Tzu, qui est un nageur, lui, il ne montait pas à cheval, il nageait. Il nous dit la même chose autrement. Chuang Tzu, c'est un grand penseur taoïste du IVe siècle. Il nous dit, il faut savoir accompagner le courant. Quand je nage, je veux traverser un fleuve et que le courant est totalement contraire, il ne faut pas que je lutte. Il ne faut pas chercher à vouloir traverser à tout prix à cet endroit-là. Il faut se laisser porter par le courant parce que le courant est contraire. Et puis à un moment donné, j'arriverai à traverser. Je ne sais ni où ni quand. Pas facile, hein. Quand vous voulez traverser un fleuve, vous vous dites je me laisse porter par le courant puis je verrai bien quand je pourrai traverser, c'est un sacré lâcher-prise. Et c'est pourtant, ça peut vous sauver la vie. Un jour, j'étais dans le Pays Basque et je discute philosophie avec un maître nageur qui surveillait les plages. Il me dit c'est formidable ce que vous avez écrit dans votre livre parce que c'est exactement ce qu'on vit tous les jours ici. Il y a des courants qui sont à 5-10 mètres de la plage qui fait que si vous luttez, ces courants vous amènent au loin. Si vous luttez, vous vous épuisez, vous vous noyez. Si vous vous laissez porter par le courant, il va vous amener 300 mètres plus loin et vous allez vous sauver la vie. Donc il ne faut jamais lutter contre un courant parce que vous vous épuisez. Et il me dit, quand j'ai lu ça chez Chuang Tzu, super, c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc vous voyez, si vous êtes pris par un courant très violent contraire, ne luttez pas. Pas facile. Parce qu'en luttant, on a l'impression qu'on contrôle, qu'on maîtrise, qu'on peut y arriver. 9 fois sur 10, vous allez vous noyer. Et donc, il vaut mieux se laisser porter. Et c'est ça que j'avais écrit. Et il nous dit, c'est pour ça que Chuang Tzu nous dit, la plus grande qualité pour être heureux, c'est la flexibilité, la souplesse, savoir s'adapter. La vie, je veux aller comme ça, la vie va comme ça. Je suis le mouvement de la vie. Je ne vais pas forcer à tout prix pour faire telle chose parce que la vie m'entraîne ailleurs. Et on va découvrir bien souvent que la vie avait raison. C'est-à-dire qu'en me refusant ce que je voulais, elle me fait un cadeau. Parce que je n'étais pas fait pour ça. Alors ça, moi, je l'ai expérimenté plein de fois. Je me souviens, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai fait un doctorat, et pour payer mes études, je travaillais dans un journal, l'Express, et je faisais des piges dans le service société, culture, etc. Et puis, une fois que j'ai eu mon doctorat, je voulais travailler dans la recherche. Et donc, je postule pour un poste, il y a très très peu, au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Et là, mon directeur de thèse, j'avais réussi brillamment ma thèse, me dit « tu n'as aucune chance. Parce qu'il y a 200 candidats qui sont tous bardés de diplômes. Et toi, le problème, c'est que tu travailles dans la presse et que les universitaires n'aiment pas les gens qui travaillent dans la presse. Il faut être purement dans l'université. Donc, tu seras battu par d'autres gens qui sont des
des profils complètement universitaires. Alors là, un petit coup de dépression. Je me dis, je ne pourrais pas vraiment être universitaire comme je le voulais. Du coup, je vais voir le directeur de l'Express et je lui dis, ça fait 5 ans que je fais des piges, etc. et tout. J'aimerais bien être recruté comme journaliste avec un salaire normal, pas des piges, etc. Mais j'avais envie, comme tout le monde, à un moment donné, d'avoir une carte de visite, un salaire régulier, etc. Et là, il me dit, mais Frédéric, mais on t'adore. Mais il y a un problème, c'est que tu es trop universitaire. On recrute que des journalistes qui ont fait l'école de journaliste. Et je me suis retrouvé 2 portes fermées. Franchement, j'ai fait une petite dépression. Pendant 3 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Comment je vais gagner ma vie? Tout se ferme. Et là, l'Express m'envoie rencontrer un écrivain qui s'appelle Paulo Coelho, que vous connaissez tous, qui venait de publier L'Alchimiste. Je lis son bouquin, je vais l'interviewer, je lui pose plein de questions, en Suisse d'ailleurs c'était, et à la fin, il me dit, mais toi Frédéric, on a parlé très longuement, on avait plein d'atomes crochus, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ta légende personnelle? C'est quoi qui te fait vibrer? Je lui dis, j'aurais envie d'écrire des livres comme vous. Il dit, mais qu'est-ce que t'attends? Je rentre chez moi et je me dis, je vais faire ça. Et merci Paolo, parce que je ne le regrette pas. Donc si je suis devenu écrivain, c'est parce que des portes se sont fermées. Et donc, merci à la vie d'avoir fermé ces portes. J'aurais pu m'obstiner. J'ai des amis qui ont présenté je ne sais combien de fois l'agrégation, qui ont échoué. Il ne faut pas s'obstiner si vous voyez que la vie se ferme, que les portes se ferment. Et donc, je ne me suis pas obstiné. J'ai fait, au fond, ce que j'avais envie de faire, mais que je m'interdisais de faire, parce que je me disais, mais je ne vais jamais gagner ma vie comme ça, puis je n'avais pas confiance en moi. Et donc, c'est parce que la vie m'a fermé plein de portes que j'ai été vers ce que je devais vraiment faire. Et donc, très souvent, et là, c'est ce que nous dit Chuang Tzu, il nous dit très souvent, la vie nous amène sur des chemins qu'on n'a pas voulu pour nous faire découvrir quelque chose auquel on ne pensait même pas. Ça peut être une maladie, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être vous perdez votre job. Ma petite sœur a perdu son job à Paris. Elle n'aimait pas son job. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'aime la nature. Elle s'est reconvertie dans l'agriculture et ça fait 20 ans qu'elle fait des plantes médicinales dans la Drôme. Elle a une super vie. Elle me dit, je gagne 10 fois moins qu'avant, je suis 10 fois plus heureuse. Merci le licenciement. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une opportunité. Et en chinois, le mot crise, ce sont 2 idéogrammes. L'un qui veut dire danger. Quand il y a une crise, il y a un danger. Il faut être prudent. Et l'autre qui veut dire opportunité. Chaque fois qu'on traverse une crise, il y a du danger, il y a de l'opportunité. Et donc, je vous invite vraiment dans vos vies, chaque fois que vous rencontrez une crise, dites-vous quelle est l'opportunité qu'il peut y avoir derrière. Qu'est-ce que la vie m'envoie comme message? Même si je suis en colère parce qu'il y a un deuil, parce qu'il y a une rupture, parce que je perds mon job, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de comprendre quelque chose, de grandir en amour? Combien de fois on a rencontré des gens qui ont eu des épreuves terribles dans la vie, qui ont un cœur en or, et quand vous parlez avec eux, ils vous disent c'est la maladie, c'est le deuil qui m'a ouvert le cœur. Avant, je ne m'intéressais pas aux autres. Et donc, on voit que tout peut être opportunité. Et la vie nous offre, à travers les épreuves, des opportunités de changer. Parce que quand on a une crise, c'est que quelque chose doit changer. L'étymologie du mot crise en grec, crisis, c'est « ça ne peut plus continuer comme ça ». Et quand l'humanité traverse une crise, ça veut dire « ça ne peut plus continuer comme ça ». Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans une crise systémique? On est dans une crise écologique gravissime, on est dans une crise économique, on est dans une crise des relations internationales, on est dans une crise sociétale. C'est parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut changer notre regard, il faut changer nos modes de vie, il faut voir la crise comme une opportunité de changer et pas comme la fin du monde. Et donc, que ce soit au plan individuel et collectif, l'acceptation, le lâcher-prise, c'est de dire « je suis face à une difficulté, je suis face à un mur, il faut que je puisse réorienter ma vie autrement ». Alors, encore une fois, c'est pas facile et je termine l'anecdote. J'avais écrit ce livre sur le bonheur. Je parle de Chuang Tzu et Montaigne. Je suis super fier de moi. Je me dis, personne n'a jamais pensé à réunir ces 2 philosophes sur ce thème du lâcher-prise. Et au moment où je termine le chapitre, c'était il y a un bout de temps, il n'y avait pas encore de le cloud, etc. Je n'avais pas sauvegardé et j'efface au lieu de sauvegarder.
C'était sur un Mac il y a 15 ans, et je sais, parce que j'avais déjà eu le problème, que c'était irrécupérable. Et j'ai un vertige, une colère monte en moi, et d'un coup me vient, mais de quoi il parlait ce chapitre déjà? Ah oui, du lâcher-prise. Et là, je décide de lâcher prise. Mais je décide, je dis, j'accepte. Et une joie me tombe dessus. Mais je vous promets, une joie liée à l'acceptation. Une joie me tombe dessus. Et je reviens tout joyeux, je me rapproche de ma piscine et tout. Puis ma compagne qui me dit, mais pourquoi tu es si joyeux? Je dis, j'ai perdu mon chapitre. Et ça me mettait en joie, pas d'avoir perdu mon chapitre, d'avoir accepté d'avoir perdu mon chapitre. Alors le lendemain matin, quand j'ai dû tout recommencer, la joie était retombée d'un cran. Et j'ai compris que bien souvent, quand on accepte, qu'on dit oui à la vie à travers une épreuve, la vie nous récompense en nous donnant de la joie. Je l'ai vécu de manière beaucoup plus tragique des années plus tard. J'ai perdu une compagne qui est décédée dans des conditions tragiques. J'étais à l'autre bout du monde, j'étais aux États-Unis, je l'apprends. Et là, j'étais dans une tristesse absolue, je ne pouvais en plus rien faire. Et pendant 3 jours, j'étais dans une peine, une colère, un ressentiment, une tristesse. Et à un moment donné, j'ai dit oui. J'ai dit j'accepte qu'elle soit partie, j'accepte de ne pas avoir été là. Et à ce moment-là, une joie me tombe dessus. Je suis dans l'allégresse. C'est quelque chose de totalement mystérieux. Et pendant des mois, j'avais le mélange de tristesse et de joie. Les deux étaient mélangés dans mon cœur. Et donc j'ai vécu plein de fois cette chose totalement mystérieuse que lorsqu'on dit oui à la vie, très souvent, la vie met de la joie dans notre cœur. C'est le mystère extraordinaire de la vie. Alors j'ai commencé cette conférence sur le bonheur, je voudrais terminer sur le bonheur pour vous dire que, au fond, dans le monde d'aujourd'hui, on recherche beaucoup le bonheur à l'extérieur, dans les choses extérieures, dans la reconnaissance sociale, dans les objets. On pense qu'on va être heureux parce qu'on va posséder plus d'objets. Et puis on pense qu'on va être heureux parce qu'on va rencontrer telle personne, etc. C'est-à-dire qu'on recherche toujours le bonheur à l'extérieur. Et ce que nous disent tous les grands courants de sagesse du monde, c'est qu'au fond, le bonheur, il est en nous. Il est à l'intérieur de nous, dans notre manière de regarder la vie, dans l'attitude qu'on va avoir par rapport aux événements de la vie, ce que nous disent les stoïciens, la liberté est intérieure, et que ce qui va faire qu'on est heureux ou pas, c'est notre regard qu'on va porter sur la vie. Vous pouvez avoir 2 personnes, elles vont vivre le même événement, l'une sera heureuse, l'autre malheureuse. Ça dépend de tout le travail qu'elles ont fait de connaissance de soi, d'amour, de compréhension de la liberté. Et c'est tout ça qui va faire qu'on sera heureux, qu'on sera malheureux. Et du coup, les événements extérieurs ne comptent quasiment plus. C'est une très belle histoire que je raconte dans L'âme du monde, donc dans ce livre où je mélange des réflexions personnelles avec des contes philosophiques. Et j'adore ce conte philosophique que j'ai raconté plein de fois, mais tant pis si vous le connaissez déjà, il est merveilleux. C'est un homme qui arrive dans une ville, il est étranger, il ne connaît personne. Il voit un vieillard assis à la porte de la ville et il dit au vieillard, « Dis-moi, tu es âgé, tu connais tout le monde, comment sont les gens dans cette ville? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants ?» Et le vieux sage le regarde et comme tous les sages, au lieu de répondre à les questions, il lui pose une autre question. Et il lui dit, « Dis-moi, étranger, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» Et l'étranger répond, « Méchant, très désagréable, c'est pour ça que je suis parti. » Et le sage lui répond, « Ici, c'est pareil. » Alors le type est désespéré, il dit, « Mais j'ai pas de chance, partout où je vais, les gens sont méchants. » 1 heure après, arrive un autre étranger qui pose la même question au sage. Le sage lui retourne la question. Et l'étranger répond, « Oh, les gens étaient extrêmement gentils, très agréables. » Et le sage lui dit, « Ici, c'est pareil. » Alors, il y a un vendeur de chameaux, qui entend la conversation, qui dit, il va voir le sage, et lui dit, « Mais t'es un menteur. On te pose la même question, et à une personne, tu dis, tous les gens sont gentils, et à l'autre personne, tu dis, tous les gens sont méchants. Il faut savoir. » Et le sage lui répond, « Ça n'a aucune importance. Parce que chacun porte le monde dans son regard. Quelqu'un qui est heureux quelque part sera heureux partout. Quelqu'un qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. » Merci beaucoup.
célébrer ça ensemble.